Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui face à face à un nouveau numéro. Nous sommes reçus dans un bureau privé de notre invité, je vais le dire tout à l'heure. Il est député, ça va faire plus de 10 ans qu'il est député. Il a renouvelé plusieurs fois la confiance avec sa base. Il est élu de Luiza. Et aujourd'hui, il évolue à Kinshasa. Mais bon, comme on dit toujours, il faut lier l'utile à l'agréable. Au-delà du fait qu'il soit député, c'est d'abord un lecteur. Il lit beaucoup, comme vous pouvez le remarquer. C'est dans son bureau et une partie de sa bibliothèque nous donne l'impression de souvent jeter un coup d'œil un peu partout. Parce que si je vais tenir pendant l'émission à ne pas regarder les livres ou à rester focus dans mes questions, l'honorable Délice Sanga, on parlera avec lui sur la question des questions politiques de l'heure. Et puis la question que tout le monde pose, il est où aujourd'hui? Est-ce qu'il est dans l'opposition? Est-ce qu'il est il est au pouvoir? Il est où exactement? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec lui, à cœur ouvert. Il nous reçoit chez lui, dans son bureau. Honorable, bonjour. Bonjour. Alors c'est un plaisir, je vais essayer de me défaire de mon masque. Le coronavirus est une réalité que vous prenez très au sérieux. On l'a remarqué chez vous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent ça au sérieux vraiment comme vous, parce qu'à l'entrée, on a des gants, on a des masques, on a des désinfectants. Finalement, vous le prenez très à cœur, cette histoire. Je pense que ce n'est pas un effet de pub ou un effet de mode. Il y a véritablement une maladie et il est bon que chacun d'entre nous prenne des précautions là où il est. Et les gestes barrières doivent être observés par tous, sans distinction aucune, si nous ne voulons pas que la maladie puisse se propager outre mesure et empêcher ainsi la propagation face à une maladie pour laquelle on n'a aucun traitement aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo fait bien le boulot? Est-ce que vous pensez qu'on prend des mesures vraies et bonnes? Écoutez, j'ai vu le plan national de la riposte qui a été publié par l'équipe de la riposte, qui était un plan axé essentiellement sur le volet santé, ce qui est une très bonne chose. En revanche, je pense que nous n'accordons pas à cette lutte les moyens nécessaires comme ça devrait l'être. Il est évident qu'à ce jour, nous avons plus de 400 cas signalés dans notre pays, que ce n'est pas encore l'hécatombe, on n'a pas encore atteint le pic. Mais nous sommes très préoccupés par le fait que la mise en œuvre de ce plan doit s'accompagner d'un certain nombre de moyens et les groupes les plus vulnérables d'entre nous doivent recevoir de la part de l'État le soutien et l'appui nécessaire. Nous avons vu que les pays du G20 ont dégagé un certain nombre de ressources par l'économie sur les services de la dette pour nos pays. Nous avons suivi aussi que le fonds avait décaissé plus de 360 millions de dollars pour la République démocratique du Congo. Et donc, je pense que tout ceci doit intégrer un élan de mobilisation générale du pays, de ressources qui doivent être consacrées à cette lutte qui nous menace. Et jamais depuis l'indépendance, comme je l'ai dit le 21 mars de ma circonscription, je me trouvais, notre pays n'a été confronté à pareille épreuve, à la fois insidieuse et tragique, surnoise, qui menace la communauté nationale sans qu'on puisse voir véritablement l'ennemi que l'on connaît. Cet ennemi, c'est le coronavirus. Est-ce que ce n'est pas un échec de notre système politique de la santé publique quand on sait que 60 ans après, nous n'avons toujours pas plus de 60 respirateurs pour un pays qui compte plus de 100 millions d'habitants? Est-ce que nous n'avons pas échoué collectivement dans notre manière de réfléchir? Vous savez, lorsque j'ai posé les problèmes de la réduction du train de vie de l'État, il y a plus de 2 ans de cela, les gens ont pris ça pour une annonce de type démagogique, alors qu'on n'était pas pendant la campagne. Je crois que dans notre pays, il manque une prise de conscience de ce que nous sommes et ce que nous devrons être. Si vous considérez que le Congo existe depuis 1885, date à laquelle celui-ci a été reconnu comme État, la construction du Congo, les peu d'infrastructures que vous avez dans notre pays ont été construites sur un modèle. Elles ont été construites sur le modèle d'un État efficace mais modeste. Nous avons inversé les modèles. Et par contre, nous n'avons pas accompagné cette inversion de modèle avec une production de richesses beaucoup plus importante pour pouvoir subvenir aux besoins de nos concitoyens du point de vue économique. Et de l'autre côté, l'État s'est installé depuis plusieurs décennies dans une forme de gabegie qui ne dit pas son nom. Et donc à partir de ce moment-là,
Le secteur de la santé, sans doute aujourd'hui, les gens le voient, mais tous les autres secteurs, vous parlez du secteur de la sécurité, le secteur de l'école, l'enseignement et bien d'autres. L'enseignement, tout est à refaire. Parce qu'on n'a plus investi dans ces secteurs qui sont des secteurs dans lesquels on investit dans l'individu pour que le pays puisse se promouvoir. Vous savez, quand vous circulez à l'intérieur, j'ai eu l'avantage d'être pendant les vacances parlementaires au Kassai. J'étais à Kananga, je suis allé à Demba, je suis passé à Kazumba, j'étais à Luisa. Mais quand vous regardez l'état de route aujourd'hui, totalement déplorable. Totalement déplorable. Depuis que je fais ces routes, jamais je ne les ai vues en état aussi délabré. Comment vous expliquez ça? Je pense qu'il y a un manque de conscience de la part de la classe politique en général. Et c'est pourquoi, dans la politique, moi, que je soutiens, que je promeux, je pense qu'un des axes majeurs, c'est réduire les trains de vie de l'État, consacrer l'essentiel des ressources pour ce pourquoi certains exercent le pouvoir. Alors, l'exercice du pouvoir, c'est comme disait Michel Foucault, c'est de la biopolitique, c'est pour s'occuper du vivant, c'est pour s'occuper de la vie de nos concitoyens, c'est pour que nos concitoyens vivent mieux dans des bien meilleures conditions et que les jeunes espèrent vivre demain dans un pays meilleur que celui dans lequel a été leur part. Est-ce que vous ne faites pas ce que Napoléon Bonaparte parle de cette sorte de démagogie? Ça veut dire faire comprendre au peuple ce qu'il veut entendre tout en sachant que vous n'êtes pas en accord avec ça. Parce que quand vous avez parlé de réduire le train de vie, les gens se sont dit mais bon, il joue à ça, il sait que c'est pas réalisable, il sait que ce n'est qu'un député, il n'est pas la majorité, que ça va dépendre de la majorité pour tout ça. Est-ce que vous n'avez pas joué avec simplement les sentiments des gens? Moi, je suis partisan de Spinoza. Et Spinoza disait quelque chose d'essentiel. Il disait la vérité, en fait, elle ne triomphe pas. C'est pas aujourd'hui que la vérité triomphe. Le prix de la vérité, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le paye. Le prix de la vérité, c'est après des années. Mais les intimidations ne doivent pas nous faire reculer face à quelque chose qui est vrai. Et moi, je tiens que le mandat politique est là pour dire la vérité au peuple, mais pour indiquer aussi ce qui doit être fait. Cela n'est pas tributaire d'être dans l'opposition ou dans le pouvoir. Il y a des évidences. On ne peut pas, par exemple, vous prenez les lois sur la reddition des comptes, consacrer 70% des ressources au fonctionnement de l'État. C'est irresponsable. Mais je veux dire, je ne veux même pas pointer tel ou tel, mais je veux dire du point de vue collectif, nous devons prendre conscience de cela. J'ai vu d'autres collègues députés, notamment Patrick Mouyaya, qui parlent de cette histoire de briser pour se reconstruire. Je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui qu'ensemble nous puissions nous remettre en cause par rapport à la manière dont on a dirigé ce pays, la manière dont on l'a gouverné et quelles sont les attentes réelles du peuple. Vous savez, vous êtes beaucoup plus jeune, mais à l'époque, en 1990, quand le régime Mobutu est arrivé à la fin, quand on fait les rapports qui viennent des différents ministères, j'ai toujours aimé ce rapport qui est venu du ministère des Affaires étrangères à l'époque. Je ne vois pas les rapports avec ma jeunesse, en tout cas. Je veux dire, non, avec la jeunesse, pourquoi? Parce que peut-être vous n'êtes pas au courant. Si vous prenez ce rapport aujourd'hui, vous enlevez les allusions par rapport à l'époque. Le rapport est d'actualité. Est-il normal que dans un pays, nous ayons le même problème qu'il y a 30 ans? C'est que nous n'avons pas travaillé. Je vais aller encore plus loin. Si vous prenez les discours d'adieu qu'a fait le gouverneur Pierrick Mans lorsqu'il partait en 1945 ici au Collège Mobutu sur la situation du Congo, vous enlevez les allusions des dates, les problèmes sont actuels. Aucun problème n'a été résolu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt nous allons avoir 60 ans d'indépendance. Et sur 60 ans d'indépendance, nous n'avons pas été capables de prendre conscience de quelle est la situation réelle du pays. En 1960, lorsque on a mis en place les institutions politiques, la première décision politique de l'Assemblée nationale à l'époque, alors pour dire je suis en dehors du temps et je ne vais viser personne, ça a été d'augmenter
les salaires des élus pour qu'ils soient même supérieurs à ceux de la métropole d'époque dont on venait de se détacher par l'indépendance. Donc, tous ces comportements, nous devons aujourd'hui dire que ça ne peut pas continuer et que si nous voulons les choses différentes demain, nous devons changer de monde. Donc, et les faits nous ont donné raison. Pas par populisme aussi, parce que vous saviez que ça n'allait rien changer. Ça, au moins, vous le savez, que ça n'allait pas changer de choses, ça n'allait pas changer grand-chose. Mais il y a beaucoup de gens... Non, ça contribue. Aujourd'hui, les gens finissent par nous donner raison. Je suis avec beaucoup de gens qui m'appellent de l'intérieur, pas nécessairement la classe politique, la population, nous donne raison sur cette prise de conscience, sur cette nécessité qu'il y a à réduire le train de vie de l'État. Tout le monde est d'accord. Ma crainte aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le moment du coronavirus, j'ai suivi hier un compte rendu, je ne sais pas s'il est authentique, on dit que le gouvernement a mobilisé 2 800 000 pour le coronavirus. Vous imaginez ça par rapport à 130 millions que le premier plan de riposte avait exigé. Est-ce que vous estimez que nous sommes véritablement dans l'élan de rencontrer peut-être les besoins de cette riposte? À moins qu'on nous dise que le plan de la riposte qui a été présenté n'est pas correct. Alors moi, je vais vous amener sur un autre terrain. Ma crainte, c'est que demain, on puisse se réveiller après la crise du coronavirus, parce qu'elle finira par passer, qu'on se réveille avec les mêmes travers. Je souhaiterais qu'au-delà des critiques qui peuvent être faites contre les uns les autres, qu'on prenne véritablement conscience qu'il y a nécessité d'échanger, nécessité d'aborder les choses autrement. Alors, il y a un professeur congolais, son nom c'est le professeur Kamana, il est philosophe, il parle de l'imbécilité collective. Je me pose la question, est-ce qu'il n'a pas raison quand il dit que l'intellectuel congolais, c'est un éternel insatisfait, c'est un éternel plaintif, il ne fait que se plaindre, parler du problème sans vraiment proposer de solution. Vous, par exemple, quand vous parlez de la réduction de train de vie, c'est une histoire géniale, mais qu'est-ce que vous proposez après? Est-ce que vous nous avez présenté un tableau, par exemple, d'un député pourrait gagner autant, la liste civile d'un président pourrait être... Est-ce que vous avez présenté tout ça ou vous êtes limité à présenter un problème et puis bon, voilà, vous allez laisser aux autres le soin du travail? Non, non. Nous sommes, vous savez, en termes de propositions, on ne peut pas nous faire le reproche. Moi, je crois que même à un moment donné, j'ai été gêné de faire tellement de propositions que j'ai donné aux amis pour pouvoir les porter. Donc, voyez-vous, en termes de propositions, c'est la dernière reproche qu'on puisse nous faire. Dernière reproche. Donc, ce que je vais dire, c'est que nous avons dit qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Nous avons indiqué la voie. Un gouvernement de plus de 60 membres, c'est un mauvais signal. Des cabinets politiques. Vous savez, aujourd'hui, déjà à l'époque avec Mouzito, on avait un cabinet du Premier ministre qui a fait hérisser le poil à tout le monde, 800 membres. Mais ce que je vais dire, c'est pas attaquer une personne, mais je vais dire ce sont des pratiques. Mais oui, mais quel est le modèle? Quel est le modèle que vous proposez, vous? C'est un État qui soit modeste, mais qui soit efficace. Quand on dit un État modeste, ça veut dire quoi? C'est moins sur les avantages. Le problème que nous avons dans notre pays, c'est que, à défaut de travailler pour qu'on ait une économie performante, qui résorbe le chômage, qui crée de la richesse et qui résolve les problèmes, on a donné aux gens l'idée, depuis des décennies, que c'est par la politique, par l'administration, qu'on va résoudre les problèmes des gens. Moi, je suis un élu de l'intérieur. Quand je vais à l'intérieur, vous savez, quelle est la demande la plus importante que vous recevez des gens? Honorable, trouvez-nous des numéros matricules. C'est même devenu un boulot. On pense que si on donne des matricules aux gens, ainsi on leur a trouvé du travail. Mais en réalité, on alourdit la charge de l'État parfois dans des secteurs où on n'a plus besoin effectivement d'embaucher, mais juste parce qu'il faut donner à quelqu'un un matricule et il va percevoir quelque chose. On va vous dire, contrôlons les effectifs de l'État. Oui, les effectifs de l'administration, pour pouvoir les réduire au strict minimum, ce dont on a réellement besoin. Mais on va faire ce travail pour 1 mois, et puis 2 mois après, vous allez voir une série d'arrêtés, des décrets qui vont sortir pour détricoter ce qui a été fait. Il y a nécessité d'une prise de conscience. Il doit se donner des lignes. Vous savez, un modèle politique,
n'avance pas s'il n'y a pas des valeurs communes pour lesquelles on travaille. Mais jusque-là, vous ne me donnez toujours pas de modèle. Je vous prends un exemple de Simone Veil, que vous connaissez certainement pour avoir lu. Vous pouvez imaginer Benjamin Franklin avec le vent des Vanderbilt, des autres, de Morgan et tout ça. C'est des gens qui avaient conçu des modèles qu'ils ont présentés au Parlement américain, au Parlement européen, et c'était des modèles calqués sur des valeurs communes. Quel est le vôtre? Il est où? Le mien, il est le suivant. Ouais. Je pense que dans ce pays, on a construit un modèle, on appauvrit les gens, mais c'est hérité de la colonisation, on appauvrit les gens pour pouvoir les intégrer comme main-d'œuvre qui travaillait pour le capital à l'époque, et on a cultivé l'ignorance pour pouvoir manipuler les gens, et on se sert de la corruption pour arriver à faire de la redistribution. Si bien que c'est un modèle qui se tient et qui fonctionne. Et c'est ces modèles qu'il faut pouvoir casser. Il faut le remplacer par un modèle beaucoup plus vertueux, où vous avez le travail comme valeur, où on doit dire aux gens, l'économie doit pouvoir tourner, mais sur base de la liberté, et de l'autre côté, un État qui soit efficace, c'est-à-dire un État qui n'est pas là pour pomper l'essentiel des ressources et allouer le moins de ressources aux besoins sociaux. Je vais vous donner un exemple. Les gouvernements doivent être des tailles modestes. Nous avons proposé, nous, une révision de la Constitution. C'est le coronavirus qui nous a fait marquer le pas par rapport à cette initiative que nous reprendrons aussitôt. Ben, écoutez, il faut refondre les institutions, voire avoir une administration qui soit réduite au strict minimum, mais nous sommes persuadés d'une chose, c'est que pour engager véritablement cette action, il faut que les élus qui sont en fait l'émanation de la population, les gens oublient, vous savez, les élus, c'est eux qui portent les doléances du peuple. C'est eux qui doivent montrer l'exemple. Moi, je pense que si les élus ne montrent pas cet exemple-là, il sera difficile après d'enclencher les cercles vertueux. Les cercles vertueux, c'est d'être en mesure de dire, dans un cabinet, par exemple, du président de la République, combien de membres on doit pouvoir avoir, même si c'est dans la liberté que l'on conçoit, ceci doit être compatible avec les ressources de l'État. Dans un cabinet d'un Premier ministre, dans les cabinets des ministres, les charges de fonctionnement des institutions publiques qui doivent être mises en rapport avec ce que réellement l'État rapporte. C'est un travail que vous n'avez peut-être pas encore fait jusqu'à là pour donner les chiffres exacts. Je parle d'un modèle beaucoup plus construit. Le modèle, non, moi j'ai dit l'État doit se donner 30 à 35% pour pouvoir assurer son fonctionnement. Par exemple. Par exemple, c'est ça que j'ai dit. On doit se retrouver dans ces eaux-là, mais pas être à 70. Ça veut dire qu'il faut rediviser le coût de fonctionnement de l'État par 2, par 3. Il y a des services pour lesquels il faut, à mon avis, voir comment ils fonctionnent, réduire les effectifs. Il y a des charges qui sont assumées au niveau de l'État qui ne devraient pas l'être parce qu'elles sont excessives et pour rien, alors qu'il y a des besoins urgents et nécessaires pour la population que l'on ne couvre pas. Alors je voudrais, avant de pas prendre un autre aspect, je voudrais revenir sur une question beaucoup plus personnelle. Est-ce que vous pensez que vos électeurs ont le niveau que vous avez aujourd'hui? Lorsque vous allez par exemple à Luisa, lorsque vous allez au Kasaï central, est-ce que vous avez l'impression que vos électeurs sont comme vous? Vous avez la possibilité de manger peut-être 3 fois le jour, vous avez la possibilité de circuler en voiture. Est-ce que vous pensez que vos électeurs sont comme vous? Comment dormez-vous? Comment vous réveillez tous les matins en pensant que des électeurs comme vous sont obligés d'aller dans les forêts, obligés de faire des kilomètres pour aller puiser de l'eau? Est-ce que vous représentez tout ça? Absolument, parce que c'est ma vie au quotidien. Oui. Je ne suis pas seulement un élu d'une circonscription à l'intérieur du pays, je suis un élu qui passe du temps, qui y vit, qui a des activités. C'est très différent. Donc, je suis conscient des difficultés que mes compatriotes, mais pas seulement dans ma circonscription, parce que je vais en dehors de ma circonscription et je remarque que les problèmes sont les mêmes. Oui. Je vous rappelle que je suis élu de la ville de Kananga au niveau provincial et à Luisa comme député national. Et que quand vous êtes par exemple dans une ville comme celle de Kananga, quand vous sortez du centre-ville, les conditions dans lesquelles les populations vivent sont des conditions rurales. Et donc, quels que soient les territoires où vous irez au Congo, je suis allé au Bas-Congo, dans le Bandundu, au Maïndombe. C'est la même chose en tout cas. C'est exactement la même chose. Le problème des inégalités dans notre pays est un sujet
majeurs, je suis conscient de cela, et la seule façon de les résorber, c'est de pouvoir réallouer un minimum de ressources dans les infrastructures et dans les besoins de la population, la santé, l'éducation, mais aussi l'économie. Si nous n'avons pas un modèle de production de richesses, et si nous ne disons pas à nos concitoyens, ce n'est pas par la politique, ce n'est pas par l'administration qu'on va résorber le chômage, parce que c'est ce que les politiques faisons au quotidien. Exactement, vous avez vendu ça comme image en fait. Jamais moi j'ai vendu cette image. En fait, je parle de la politique au Congo aujourd'hui. La question sous-jacente à celle que vous posez là où elle est intéressante, c'est que je pense que depuis 1990, on a renversé la pyramide. Je crois que le rôle du leadership, c'est d'émener le peuple. Je suis assez chrétien de ce point de vue. L'image de Moïse, c'est que on amène le troupeau, on amène les brebis là où il y a l'eau, là où il fait bon parce qu'il y a de quoi manger, là où il faut dormir parce qu'il faut se protéger des intempéries. C'est ça le rôle d'un leader politique. Le rôle d'un leader politique n'est pas d'être à la traîne. Je suis donc conscient des différences qui peuvent exister, je suis conscient des inégalités qui peuvent exister, mais le rôle et la mission d'un politique, c'est de pouvoir réduire ces inégalités. Mais nous ne pouvons les réduire que par une action déterminée, ferme, claire, dans ce qui doit être fait. Et cela commence par des petites choses. Permettez-moi de continuer dans la direction privée. L'Assemblée nationale et le Sénat fusionnés, on parle de 300 familles. Ça veut dire des députés qui ont pour suppléants leurs frères, qui ont pour suppléantes leurs femmes, et ils sont députés provinciaux. Et puis après, quand ils partent, c'est leurs frères qui restent. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont vos suppléants et quel lien de famille avez-vous avec eux? D'abord, j'ai quitté Kananga. Mon suppléant, c'est Willy Wishia, avec lequel je n'ai aucun lien de famille. C'est déjà bon. Alors, ce qu'il faut pouvoir dire, c'est que sur cette question de suppléance, la loi ne l'interdit pas. Mais la décence l'interdit quand même. Non, la loi ne l'interdit pas. Le problème, c'est que l'utilisation à l'excès de cette possibilité est une très mauvaise chose. Donc, moi, je suis assez républicain et légaliste de ce point de vue. Je ne veux pas jeter la pierre. Je dis par contre que dans la réforme que nous avons proposée, parce que vous me parlez des propositions, voilà une des propositions, oui. Nous avons dit il faut que, en termes de suppléants, on ne puisse pas porter en suppléance des parents en ligne directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré inclus. Parce qu'on ne peut pas non plus dans l'absolu interdire à ce que quelqu'un qui a du talent puisse pouvoir le faire. Mais pour éviter que ça ne soit systématique, il faut que ça soit le plus éloigné possible. On dit jusqu'au deuxième degré inclus. Si cette proposition était adoptée, elle constituerait un gage qui pourrait éviter les divers travers auxquels nous avons assisté, et c'est tout à fait dommage, même en termes de la qualité de la représentativité. C'est dérangeant. Mais il y a aussi un autre problème. Vous avez été candidat 2 fois dans deux circonscriptions différentes. Est-ce que ce n'est pas une petite once de malhonnêteté ? Parce que vous savez qu'en étant député provincial, ce n'est pas vous qui allez siéger. Alors pourquoi dire aux gens, votez pour moi en tant que député provincial, sachant que vous n'allez pas faire ça comme boulot? Vous allez partir pour l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas laisser les autres compétir calmement et avoir pleinement le siège? Ah oui, parce que bon, c'est une question de stratégie politique, oui. Au sens où, quand on est dans un groupe, on le fait. Mais ceci dit, moi je considère toujours que j'ai eu un mandat. Et je continue à surveiller l'exercice de ce mandat au niveau provincial, et je suis à l'écoute de mes électeurs dans la ville de Kananga, où j'ai été élu comme député provincial, quand bien même je ne siège pas à l'Assemblée provinciale. Attention, avoir un mandat, c'est aussi avoir une charge morale. Ce n'est pas seulement une représentation institutionnelle, c'est une charge morale pour représenter une population par rapport aux attentes qu'ils ont. Nous travaillons avec la jeunesse, nous travaillons avec la société civile dans la ville de Kananga, et donc j'y vais très régulièrement pour voir quels sont les problèmes qu'ils ont, ainsi de suite. Donc ça reste un sujet personnel en termes de capacité à assumer un mandat, la manière dont on le fait. Tout le monde ne le fait peut-être pas de la même manière, mais moi, en ce qui me concerne, je peux vous assurer que ma double casquette, je la maintiens très bien, et je continue à travailler sur des sujets qui concernent mes électeurs de la ville de Kananga par rapport au mandat qu'ils ont eu
le loisir de me confier. Très bien. Alors parlons d'envol maintenant, de l'envol, parce que s'il faut dire que c'est le parti qui fait l'envol, qui prend son envol aussi. Aujourd'hui, vous êtes où exactement? Est-ce que vous êtes libéral? Est-ce que vous êtes socialiste? Vous êtes où, votre parti, d'abord en termes d'idéologie? La première des choses que je veux faire, je veux vous remettre notre déclaration de principe. Au moins comme ça, vous saurez quelles sont les valeurs que nous défendons. Nous avons une charte qui a été adoptée depuis 2010, qui a été revue partiellement lors du premier congrès qui s'est tenu à Niouki. Mon mandat va se terminer bientôt, donc on doit normalement tenir un autre congrès pour élire notre président. La deuxième chose, c'est que nous sommes un parti libéral réformateur. Nous avons un programme qui est axé sur les thèmes que je défends, la réduction du train de vie de l'État, un État modeste mais qui est efficace au niveau social et au niveau économique. Nous sommes pour une économie qui soit prospère. Nous pensons que la diffusion du progrès dans notre pays ne partira pas nécessairement des grands ensembles, mais des projets à taille moyenne qui sont compris par nos concitoyens. Donc nous avons un certain nombre de valeurs que nous défendons de programme. Le Congo deviendra quoi? Parce que le Congo, c'est un pays qui ne transforme rien du tout. Nous importons pratiquement tout et nous perdons beaucoup d'argent en important, alors que des pays comme la Malaisie, des pays comme le Singapour, c'est des pays qui n'ont rien pratiquement sur le sous-sol, mais ils transforment tout. La Corée, par exemple, qui n'a pas de pétrole, mais reste l'un des plus grands producteurs du pétrole. Ils produisent le chocolat alors qu'ils n'ont pas de cacao chez eux. Mais nous avons tout, mais nous ne transformons rien. Est-ce que dans votre parti politique, votre modèle économique est basé sur la transformation de nos ressources sur place, ou ça sera toujours une économie expansive? Non, quand je vous dis qu'il faut résorber le chômage par l'économie et non pas par les politiques. Il faut arrêter de vendre cette idée aux gens. Ça veut dire quoi? Un des vecteurs importants pour pouvoir créer de la richesse et créer de l'emploi, c'est l'industrialisation. Mais je vous amènerai un jour dans ma circonscription pour voir un peu... Ça sera un grand plaisir, on n'attendra que ça. Les choses que nous faisons, parce que c'est toujours mieux de voir ce que nous faisons plutôt que d'en parler. Non, je crois essentiellement à l'industrialisation. Nous sommes un pays agricole. Ici, il faut produire, mais il faut transformer aussi nos produits sur place. Regardez le désastre du secteur minier. Pourquoi il n'est pas si que ça vecteur de production de la valeur ajoutée? Il ne génère pas de la valeur ajoutée parce que toutes nos matières sont exportées. Oui. Mais si elles sont exportées, pourquoi on ne transforme pas sur place? On vous dira, on n'a pas d'électricité, on a un déficit en matière d'énergie industrielle, c'est plutôt domestique. Ainsi de suite. Mais tous ces grands projets ne peuvent être développés que si nous avons un cadre économique stable, si nous avons des politiques qui soient claires, et si l'allocation de ressources par rapport à ces projets est importante. Moi, je suis allé, lors de mes dernières vacances parlementaires, au Kassa, et j'étais à Dibaya pour voir un peu où en était le barrage Katende, qui est un des grands barrages pour le Kassa, pour une prévision de production de 64 mégawatts. Mais ce projet, il est totalement à l'arrêt. Mais sans ce barrage, vous savez, tout le milieu agricole et minier que vous avez un peu au Kassai, la transformation sera difficile. Et donc la capacité à résorber le chômage, à garder les populations sur place, sera toujours un leurre. Donc ça, ce sont des projets moteurs, structurants, qu'il faut pouvoir entreprendre, auxquels il faut allouer davantage de ressources. Alors je reviens... C'est dommage qu'on n'y alloue pas toujours les ressources. Je reviens dans la politique active maintenant. Nous sommes en 2016. Attention, vous dites politique active. Oui. Chez nous, quand on dit politique active, c'est la politique pour la lutte pour le pouvoir. Mais pour moi, la politique active, c'est quand on agit justement sur les problèmes dont on vient de parler. On parle de la même chose. Politique est active quand on agit pour résoudre les problèmes. On dit la même chose. Elle n'est pas passive. Oui, on dit la même chose. Alors, nous revenons en 2016. Kabila doit partir, mais il ne part pas. Alors là, vous atteignez le summum et vous faites rêver tous les intellectuels. On se dit, voici l'homme qu'il fallait, parce que des propositions et tout ça. Mais finalement, en 2018, je veux dire 18, Kabila part, c'est Félix Tshisekedi qui arrive au pouvoir. Mais avant que Félix Tshisekedi n'arrive au pouvoir, vous êtes très proche de Katumbi. Vous soutenez Katumbi, vous êtes ensemble, et on se pose la question, qu'est-ce qui vous a rapproché de Katumbi? Est-ce l'argent? Est-ce l'idéologie? Est-ce sa blessure pour avoir quitté Kabila qui vous a satisfait? Finalement, qu'est-ce qui vous a rapproché de Katumbi d'abord, avant de poursuivre la logique de ma question? D'abord, nous sommes dans le contexte de 2015-2016. Dans ce contexte, il faut toujours le rappeler,
j'ai fait la loi qui modifie, la proposition qui modifie la loi électorale. Et je remarque qu'en fait, nos amis de la majorité de l'époque veulent utiliser la loi à des fins que je n'approuve pas. Donc je finis par retirer la proposition de loi. Je la retire. Et c'est à la suite de ce retrait que se forme cet élan de mobilisation populaire pour pouvoir contester les velléités de l'époque de vouloir modifier la Constitution ou indirectement en obtenir les mêmes effets, retarder les élections par une manipulation des dispositions électorales, subordonnant la tenue des élections à un recensement que personne n'avait commencé et pour lequel personne n'avait consacré des moyens et des ressources. Je remarque d'ailleurs qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de ressources pour ce recensement. J'espère que ce n'est pas un problème qui va nous rattraper en bout de chaîne. Donc, en ce moment-là, nous faisons ce combat-là. Et ce combat est axé sur la préservation des acquis de la lutte pour avoir la démocratie dans notre pays, et donc de la Constitution. Et de manière globale, on se dit, il nous faut avoir un rassemblement beaucoup plus large pour combattre ceux qui veulent le statu quo, ceux qui veulent qu'on revienne au système ancien où la Constitution risque d'être balayée. Et donc cette lutte pour la Constitution n'était pas le moment, à mon avis, pour que tout le monde, dans l'absolu, fasse prévaloir tel ou tel autre projet. Et il m'a semblé que dans ce contexte-là, effectivement, le président Moïse Katumbi représentait une carte à jouer pour pouvoir obtenir l'alternance au service du maintien des acquis de la lutte pour la Constitution, préserver la Constitution, empêcher sa révision intempestive et réaffirmer notre modèle démocratique, mais dans un élan d'ensemble, dans un élan de mouvement où toutes les forces pouvaient être réunies. Donc c'est ainsi que, par rapport aux circonstances de l'époque, et compte tenu de ce qu'il avait fait et de l'attente aussi qu'il y avait dans la population, il faut écouter aussi la population, j'ai cru effectivement en âme et conscience avec mes camarades au sein du parti que nous pouvions être de la partie de ce combat-là et nous allons voir. Mais quand il fait son parti, vous ne signez pas. Vous n'acceptez pas de vous dissoudre, sinon, dans son grand parti. Pourquoi? Parce que dans notre pays, il faut distinguer deux choses. Il y a le combat qui peut se cristalliser en termes de mouvement par rapport à un objectif qui est transcendant, qui coiffe les convictions de chacun, et ça a été pour moi le sens de Ensemble pour le changement, ça a été le sens du combat que nous avons fait dans le cadre du rassemblement, que nous avons fait avec les autres camarades à différents moments de cette lutte. En revanche, le projet politique pour lequel, avec les camarades, nous nous sommes réunis et nous avons évalué au cours des journées, nous avons été un des premiers partis à procéder à l'évaluation de la situation post-électorale. Les camarades, dans un bureau politique élargi, avec des représentants qui venaient des provinces, avions estimé que le projet politique pour lequel nous avions créé un vol tenait toujours et qu'il fallait mobiliser, continuer à sensibiliser sur ces idéaux-là. Et c'est comme ça que nous avons décidé de pouvoir le faire. Ce qui ne veut pas dire que si nous ne sommes pas d'accord avec le président Moïse sur le fait d'intégrer son parti, que nous soyons devenus des adversaires. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Vous êtes toujours ensemble? Non, c'est un partenaire politique, donc on se parle. Et c'est pas la dernière fois que vous l'avez parlé, c'était quand? Oh, il y a 2 semaines. Les rapports vont bien, vous êtes tout absolument, je ne lui jette aucune pierre, je les salue au passage s'il nous suit, et donc il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, les gens doivent s'habituer à faire la politique autrement, à partir des idées, à partir des convictions, et à ne pas jeter l'anathème. Alors aujourd'hui, vous êtes où? Vous êtes dans le, on peut considérer que vous êtes dans l'opposition? Je pensais que cette question, on ne me la poserait plus. Parce que j'en ai parlé plusieurs fois, quand nous avons clôturé les bureaux politiques, nous l'avons dit, en vol, et vous savez, pour une raison très juste, je suis l'auteur de la loi sur les statuts de l'opposition, rappelez quand même l'histoire, et qu'au terme de cette loi,
les partis politiques se positionnent au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à la majorité qui se cristallise. Et vous savez que la majorité que nous avons actuellement est une majorité FCC cash. Et cette majorité s'est cristallisée par un communiqué qui a été rendu public par ces deux forces. Oui. Et vous êtes un journaliste très bien informé. Vous savez que je ne fais partie ni des CACH, ni du FCC. Et qu'au sein de l'Assemblée nationale, nous avons fait notre déclaration au bureau de l'Assemblée nationale pour dire que notre parti politique, avec les élus qui y siègent, nous sommes de l'opposition. Donc ça a été dit, c'est clair. Alors donc vous êtes dans l'opposition, mais on ne vous sent pas comme les lycées Sanga d'autrefois, qui étaient coup sur coup, là, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, on sent plutôt, vous faites des coups, mais qui ne sont pas très forts comme avant. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est la personne de Tshisekedi Félix qui vous dit, bon d'accord, on va essayer un peu de... La politique n'est pas une affaire de coups. Oui. Ça, c'est le côté... Vous savez, ici au Congo, vous allez demander à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Il vous dit, je suis opérateur politique. Ouais. Donc, c'est un opérateur qui fait des coups. Je ne suis pas un opérateur politique, je suis un homme politique. Je suis engagé au service de mon pays. Quand les choses marchent bien, je le dis. Et je donne toujours mon point de vue sur des sujets majeurs. Et quand les choses marchent mal, je le dis aussi sur des sujets d'importance. Savez-vous, par exemple, j'ai été le premier à pouvoir appeler à la proclamation de l'état d'urgence dans ce pays. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas un coup. Au sens où vous dites, est-ce que nous faisons des actions d'éclat? Oui, on le fait. Nous avons demandé, nous avons sorti la question de la révision constitutionnelle du maquis où on l'avait installé. C'était devenu un tabou dans ce pays de pouvoir en parler. Nous considérons que les circonstances sont réunies. Et d'ailleurs, nous perdons beaucoup de temps. Nous devons nous mettre ensemble pour réfléchir sur des réformes essentielles qu'il faut faire pour que 2023 ne soit pas pareil. Est-ce qu'il y a une différence entre Félix Tshisekedi et Kabila dans leur gestion, dans leur manière de faire les choses? Je crois que le président Félix vient d'arriver, il a fait 1 an. Joseph Kabila a fait 18 ans. Est-ce que sous les 18 ans, Joseph Kabila a toujours été le même? Je ne sais pas, je ne pense pas. Il a été différent à différentes époques. Et Félix Tshisekedi vient de commencer. Je crois que la comparaison n'y tient pas. Il faut lui laisser le temps de faire sa politique. Et en ce moment-là, quand il aura terminé, on pourra poser véritablement un jugement. Il vient de faire juste 1 an. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Ça veut dire quoi, l'homme de la situation? Est-ce qu'il est porteur des espoirs? Il n'y a pas... Est-ce que dans sa manière de faire les choses, on accuse des signaux forts? Non. Je pense que la politique qui est faite sur base des anathèmes, des attaques individuelles, elle est d'aucun intérêt. C'est ce que nous avons fait depuis 1960 et nous avons été constamment dans la surenchère et ça n'a rien apporté. C'est celui qui a insulté le plus ou celui qui a parlé le plus fort qui a raison. Mais généralement, quand ils y arrivent, on voit que le fait d'avoir crié fort pour le changement ne signifie pas forcément qu'on a de l'énergie et qu'on prend ce changement de manière la plus forte. Moi, je reste sur le fait et je reste factuel. Je dis, le président Tshisekedi est arrivé, il a 1 an d'exercice de mandat. Il faut lui laisser le temps de voir qu'est-ce que son action va produire sur la vie de nos concitoyens. Mais vous savez, le mandat présidentiel est un mandat court. Et donc, il faut qu'il s'active davantage à travailler pour que les résultats soient... Est-ce que vous pensez que FCC Cash est une bonne combinaison ou c'est un rendez-vous manqué? Quel est, si vous voulez, par rapport à une situation, sortie des élections, où des acteurs politiques ont estimé qu'ils pouvaient se mettre ensemble. Je vous rappelle que FCC Cash, on dit même qu'il n'y avait même pas besoin de désigner un informateur pour pouvoir identifier la majorité. Et donc, qu'ils avaient les mêmes idées pour pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'observer les idées qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Alors, il y a des actions sur lesquelles, à mon avis, on peut jeter un regard tant soit critique. Vous savez, par exemple, l'histoire de 100 jours, quand on parle de l'histoire de 100 jours, le problème, c'est dans la conception. On ne peut pas, en 100 jours, résoudre les problèmes d'un pays aussi sinistré que le Congo. Personne ne peut le faire. Même pas moi, même pas vous, personne. C'était donc de la prétention? C'était très prétentieux qu'en 100 jours, on veuille le faire. La théorie des 100 jours veut dire ceci.
dans les 100 jours, il doit y avoir des signaux en termes de politique publique, en termes d'engagement fort de la part du pouvoir qui donne de la voix. Et là où il y a eu un problème de conception aussi, c'est que quand vous avez un programme multisectoriel d'urgence, nous avons connu ça dans ce pays, nous avons connu le PMU à l'époque, lorsque le pays sortait de la guerre et qu'il fallait attaquer des sujets d'urgence. Mais vous ne pouvez pas, en 100 jours, vouloir absorber toutes les contraintes administratives, les problèmes de gouvernance, la capacité à absorber des ressources, la passation de marché, la planification de marché en 100 jours, penser pouvoir donner de l'éclat et de la vigueur à une action. Je crois que de ce point de vue, il y a eu un raté et qui ne se justifiait pas parce que 10 ans plus tôt, ou un peu plus loin, on avait eu le PMUR dans ce pays, donc il suffisait de consulter les archives, on se serait rendu compte que ce n'était pas la voie à prendre. Mais bon, ils ont trébuché. À mon avis, ils ont encore le temps de se rattraper. Alors, parlons maintenant, parce qu'on va terminer. Il y a un autre élément important, c'est le volet de la corruption, de la bonne gouvernance. Nous avons été très ingénieux au point d'être à la queue, ce qu'on a fait, la queue de tout le pays. C'est quand même un contraste que je ne sais pas expliquer. C'est un pays où l'on prie beaucoup, le Congo, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Gabon, mais malheureusement, ce sont des pays qui se retrouvent sur la liste des pays les plus corrompus au monde. Alors, je me pose la question, est-ce que la corruption est-elle devenue endémique au point que nous ne pouvons pas nous dissocier de la corruption dans ce pays? Dans l'analyse que nous faisons de la société congolaise, nous avons toujours dit que la corruption fait partie, à côté de l'ignorance et de la pauvreté, des piliers sur lesquels la dictature est assise. Les dictatures, les régimes autoritaires que nous connaissons dans notre pays manipulent ces trois agrégats. La corruption est un système. Il y a la petite corruption, il y a la grande corruption. Elle est inscrite dans notre mode de fonctionner. Quand vous allez sortir, vous arrivez dans une administration, on vous demande de l'argent, il n'y a jamais un acte gratuit. Vous allez dans la justice pour poser un acte, on vous dit, ça c'est que vous payez. C'est des parents qui corrompent pour leurs enfants voilà. À l'école et tout ça. Et tout ça. Donc, c'est véritablement endémique. Mais la lutte contre la corruption ne doit pas mettre sous le boisseau la question de l'état de droit et le respect des libertés publiques, libertés individuelles. C'est pourquoi nous, vous parlez des propositions, nous proposons que la politique contre la corruption puisse avoir deux piliers. Il y a un pilier offensif, il doit être construit autour de la justice, dont l'indépendance doit être garantie, dont l'intégrité et la condition des magistrats, les conditions de leur travail doivent être améliorées. Voilà là où il faut mettre l'argent. Et où nous pensons qu'il faut, par rapport à cette délinquance qui est complexe et qui n'est pas à la portée du premier magistrat, qu'il y ait une spécialisation au sein de la magistrature. Nous ne sommes pas pour un parquet financier comme ça existe partout ailleurs, un pôle financier qui peut être au niveau du magistrat, du parquet général de la République, pour pouvoir centraliser les enquêtes qui sont faites en rapport avec la corruption, le blanchiment, le trafic d'influence, l'enrichissement illicite et tout le reste. Voilà, tout ça. Alors, de l'autre côté, à côté de ce pilier offensif, il nous faut un pilier défensif en termes de prévention, d'éducation. Vous savez, dans mon métier, je participe à la rédaction. Lequel métier? Avocat. D'accord. Je suis avocat. Et comme avocat, je participe à la rédaction des règles de compliance, à faire des due diligence dans le cadre pour appliquer notamment les lois anticorruption qui sont exigées dans les transactions internationales. Vous avez les normes de l'OCDE, la UK Bribery Act, et vous avez la loi américaine contre la corruption, et qui font que aujourd'hui, au-delà de la répression, il faut pouvoir accompagner à la fois les acteurs économiques, les entreprises à mieux le faire, impliquer la société civile pour pouvoir participer à la traque contre ces comportements et diffuser dans la société des bonnes pratiques. Mais ces pratiques doivent commencer d'abord par l'État. Je vous rappelle que l'un des secteurs clés dans lequel il y a les détournements,
c'est les secteurs publics. Il suffit de prendre les rapports de la Cour de compte et vous allez vous rendre compte dans quoi nous vivons. Et ça, ce n'est pas sanctionné. Donc, je dis, ces piliers préventifs qui accompagnent et qui fait que la corruption doit pouvoir être extirpée au fur et à mesure et certaines pratiques qui sont tolérées aujourd'hui doivent être de moins en moins tolérées, va nous faire gagner du temps à partir du moment où il y a un consensus fort dans le pays et qu'il y a un engagement de la part d'un concitoyen. Alors comment vous expliquez le miracle du Botswana? Comment vous expliquez le miracle de Singapour qui ont réussi à, je veux dire, à mettre, c'est pas un terme, mais vraiment à réduire sensiblement la question de la corruption? Et je prends l'exemple de la RDC où on a vu Joseph Kabila nommé un conseiller spécial en matière de corruption qui a fait beaucoup de bruit, parler de 15 milliards de dollars qui s'est volatilisé du trésor public, mais aucune arrestation, zéro. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir et il annonce la création d'une agence de lutte contre la corruption. Alors on se pose la question, est-ce qu'on s'y prend mal pour combattre la corruption? Est-ce que nous avons la mesure de la question ou nous apportons des réponses, mais pas des bonnes réponses? Les réponses ne sont pas bien apportées. D'accord. Et l'engagement n'est pas toujours sincère. Vous savez, la lutte contre la corruption est une lutte de l'exemplarité. Quand vous allez, les pays que vous citez, Singapour, j'y étais encore l'année dernière, vous parlez du Botswana, sont des pays où les dirigeants sont d'abord exemplaires. D'accord. En termes de la gestion des ressources publiques. Ça commence par là. Il faut que la gestion des ressources publiques soit rigoureuse. Le jour où la Cour de compte dira que, au terme de la reddition des comptes, dans ses observations, il a observé que 90% des allocations de ressources ont été respectées, qu'il n'y a pas de dépassement dans notre budget, que les règles des passations des marchés, qu'il n'y a pas eu de gré à gré, que ceux-ci ont été réduits à la portion congrue, en ce moment-là, je peux vous dire que le pays aura commencé à aller différemment. Et ce qui se passe au niveau national est reproduit de la même manière au niveau provincial. Alors, la réponse que l'on veut apporter, qui est une réponse d'ordre institutionnel et structurel, elle est inadaptée parce qu'en fait, elle ne voit pas que, quelle que soit la politique que vous proposez, il faudra rechercher les infractions, il faudra les qualifier, il faudra sanctionner. Et donc, l'intervention du juge est une intervention centrale. Et donc, le poids doit être mis sur le juge. Luzolo, qui a été désigné à l'époque comme conseiller spécial du président de la République, il a fait ses constats, ses rapports, et quand il est allé déposer à la Cour de cassation... J'étais oublié en tout cas, personne n'en parlait. Déposé, on a dit que c'était une dénonciation, on a pris ça comme une dénonciation, comme une plainte, je crois, au niveau du parquet. C'est que ça ne pouvait qu'être, parce que notre code de procédure pénale souhaiterait que les constats des infractions soient faits par des OPJ sous contrôle du juge. Donc il faudrait, dans le cadre de ce filon-là, de cette organisation qui existe, essayer de renforcer la justice, mais aussi d'avoir en interne des magistrats spécialisés sur ces questions de blanchiment, connaissance comment ça fonctionne, les paradis fiscaux, les questions fiscales, ainsi de suite. Et l'agence du président de la République, Félix Tshisekedi, est-ce qu'il a tapé sur la bonne porte ou il s'est trompé lui aussi, comme Kabila s'était trompé en son temps? Bon, je crois qu'il refait la même chose. L'idée, ce n'est pas de créer une agence ou de créer un conseiller spécial. L'idée, c'est de voir tous les piliers qui fonctionnent autour de la corruption, voir comment est-ce qu'on peut lutter contre cela. Nous sommes quand même dans un pays où on dit que quelqu'un peut retirer 30 millions de dollars en cash dans une banque. Ça s'est passé récemment. Et pourtant, quand vous regardez nos lois, la réglementation des changes, ainsi de suite, ça ne devrait pas se faire. Mais ça se fait. La question que nous devons nous poser, c'est que, en ayant un pays qui fonctionne comme le nôtre, sous-bancarisé comme il est, quelles sont les normes qui peuvent être applicables pour éviter que les mécanismes de corruption, que les gens soient toujours en marge de la loi. Et moi, je pense qu'on ne fera pas d'impasse là-dessus parce que ce sont des standards qui sont appliqués partout ailleurs. On n'a pas inventé la roue. C'est qu'on renforce la justice.
comme axe principal pour réprimer, parce qu'en fin de compte, c'est la justice qui réprime. Et si la justice est en mauvais état, elle ne pourra pas réprimer. Si elle n'est pas suffisamment indépendante, les enquêtes, les jugements ne tomberont pas contre ceux qui ont commis ces forfaits. Peu importe l'agence, peu importe ce qui... Peu importe. La justice, elle est au cœur du dispositif. C'est budgétivore pour rien. Par contre, de l'autre côté, il faut de la prévention. Il faut accompagner dans tous les pays au monde. Et vous lisez même les accords que nous avons, les pratiques qui sont faites. Il faut accompagner les entreprises. Il y a des pratiques qui sont faites, qui sont entretenues encore chez nous, juste parce que les gens ne connaissent pas. Juste que les gens ne savent pas que ça ne doit pas se faire. Et que ceci peut être l'occasion, soit de blanchir, ou d'occasionner des actes de corruption. Et donc il y a aussi de la sensibilisation à faire. Mais au cœur de ces dispositifs préventifs, il y a l'État qui doit pouvoir montrer l'exemple. L'exemplarité des pouvoirs publics, la gestion. Que doit faire le président Félix maintenant? Retirer cette agence, de la dissoudre tout simplement? Non, je pense que le président Félix a une opportunité, c'est-à-dire que par son gouvernement, c'est d'amener au devant de l'Assemblée nationale une politique robuste, avec ces deux piliers tels que nous l'avons dit, qui vient s'attaquer à tous les cas de la corruption. C'est comment les lanceurs d'alerte, par exemple, dans notre pays, les protéger comment? N'y a-t-il pas besoin d'avoir dans notre pays le statut du repenti? Quelqu'un qui est dans un dispositif, d'autres pays l'ont fait, quelqu'un qui est dans un dispositif où il y a du détournement et tout ça, et qui s'est repenti, quelle est la protection qu'on peut lui accorder? Quels sont les mécanismes légaux que nous mettons en place pour pouvoir récupérer les fonds qui ont été détournés? Ils impliquent non seulement l'application des règles nationales, mais très souvent une coopération judiciaire au niveau international pour pouvoir mettre la main sur ces avoirs qui sont à l'étranger. Est-ce que nous avons les accords de coopération qui suffisent pour pouvoir le faire? C'est toute cette problématique en termes de politique, mais ce n'est pas une mesure isolée. C'est toute cette problématique. Mais c'est très génial ce que vous dites, parce que c'est tout ça qui doit pouvoir être fait. Ouais, alors mais pourquoi vous ne rencontrez pas le président Félix Tshisekedi? Il est pourtant de votre sensibilité politique, on va dire, il n'y a pas longtemps. De votre sensibilité politique. Je viens de vous dire quelque chose, vous me dites le contraire. Non, pas le contraire, c'est la même sensibilité. Vous êtes de l'opposition, il vient d'être de l'opposition, il vient de l'opposition. Alors donc, il vient de l'opposition. Non, mais nous le disons, il y a plusieurs façons de le dire. Ouais. Le président a ses mécanismes de travail, il travaille, je respecte ses mécanismes de travail. Je suis élu comme député pour pouvoir parler et pour pouvoir donner mon opinion. J'agis comme député et le président agit comme président de la République. Vous savez, c'est pas dit qu'un député ne peut pas agir. Très souvent, j'entends les gens dire, mais vous êtes député, il faut agir. Mais quand nous agissons, maintenant, vous êtes ministrable. Vous savez, j'ai été ministre il y a très longtemps. J'ai été ministre du Plan, au cas où vous l'avez oublié. Si, je suis ministrable maintenant. Est-ce que je suis ministrable ou je ne le suis pas? Mais je ne me lève pas chaque matin en disant quand est-ce que je vais être ministre. Je crois que j'ai d'autres préoccupations dans la vie. Mais la justice, ça vous intéresserait peut-être? Vous ferez un bon ministre de justice. En fait, c'est sincère. Hein? Mais c'est vraiment très sincère. Voilà ce qui a tué le Congo. On pense que d'abord, il y a des gens irremplaçables. Il n'y a personne qui est irremplaçable. Tous, nous sommes égaux. Ensuite, ce n'est pas parce que tel va être à tel endroit que les choses vont changer. Ce qui va changer, c'est la politique qu'elle se définit, les moyens qu'on se donne pour atteindre ces objectifs. Je ne pense pas que je sois nécessaire à la conduite d'une politique quelconque, tout ça. Je suis très bien là où je suis comme député. Le peuple m'a élu pour ce mandat. Je tiens du peu que je peux faire. Essayer de mériter de cette confiance et donc en faisant des propositions là où je le fais. Et je crois qu'il y a des gens très valables aussi pour être à l'exécutif et ailleurs pour faire très bien le travail et qui le font très bien. Nous avons passé 53 minutes à ces débats. Je vous dis merci beaucoup. Mais avant de terminer, les tout derniers débats, c'est celui qu'on a tous entendu. Le président proclame l'état d'urgence. Il a suivi vos conseils, on va dire, peut-être, ou c'était une coïncidence, et que l'Assemblée nationale, les Sénats recadrent le président qui n'en avait pas le droit. Et bien, toute cette cacophonie, eh bien, on a eu lieu. Je crois, votre point de vue est... J'ai dit, mon point de vue est simple. Je crois qu'il faut que les alliés de la majorité, FCC et Cash, doivent baisser les glaives qu'ils ont prises les uns contre les autres. Les FCC
craint que le président, il va dissoudre l'Assemblée. Je parle, moi je suis observateur, je regarde. Le président de la République pense que le FCC va profiter du premier moment pour le mettre en accusation pour haute trahison. Et alors, à partir de là, une méfiance est née. Une méfiance. Alors c'est terrible. Il se neutralise, on ne peut plus se voir, il faut se voir juste pour tel point. Non, tout ça est complètement ridicule pour des hommes d'État. C'est complètement ridicule. Je crois que le peuple congolais attend d'eux autre chose que les spectacles qu'ils nous livrent. J'ai donné mon point de vue, auquel je crois en droit. Le président de la République, pour proclamer l'état d'urgence, n'a pas besoin d'autorisation. Sinon, la Constitution prévoirait qu'avant de proclamer l'état d'urgence, le président convoque les assemblées. Or, quand vous lisez la Constitution, il est dit clairement que consécutivement à la proclamation de l'état d'urgence, les assemblées se réunissent. De l'autre côté, la prorogation de l'état d'urgence, ce n'est pas une résolution du Congrès. OK? En revanche, pourquoi ce n'est pas une résolution du Congrès? Parce qu'il faut savoir que l'état d'urgence émane de l'ordonnance, pas de la loi, c'est de l'ordonnance. Et donc, on autorise l'ordonnance. On ne prend pas une loi pour autoriser l'ordonnance, parce que c'est le mélange de deux actes juridiques qui n'ont ni la même forme, ni le même fond. C'est complètement... impensable. C'est une hérésie, de mon point de vue. Alors, maintenant, si l'Assemblée nationale, le Sénat, veulent arrêter l'état d'urgence, parce qu'ils sont là, là, ils votent une loi, parce que c'est la loi qui va pouvoir s'appliquer. Donc, ces questions, pour moi, elles sont très claires. Vous savez, j'étais très amusé. Je suis rentré dans ma bibliothèque, je suis allé fouiller les travaux dirigés des années 90. Il y a 30 ans que j'ai fait ces choses. Et j'ai retrouvé qu'à l'époque, c'est des exercices qu'on faisait en première année de droit. Et donc, ça ne peut pas arrêter un État pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, les règles sont quand même assez claires et je crois que bon, les gens ont trouvé des arrangements pour sortir de ça, de là. Nous allons revenir un autre jour pour parler de votre projet de révision constitutionnelle parce que j'ai tenu à cœur cette question. Je voudrais en parler un autre jour suffisamment pour regarder notre constitution et nous dire si on est vraiment prêt à le faire et pourquoi pas d'ailleurs. Merci beaucoup, honorable Délice Sanga, de nous avoir accueillis chez vous et surtout avoir répondu à nos questions. Ça a été un grand honneur pour moi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était Face à Face. Je recevais l'honorable Délice Sanga, avec qui on a parlé un peu plus de la politique, un peu de son engagement, la vision de l'envol, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui restent en suspens. On en parlera de toutes les façons un autre jour. Portez-vous bien, comme on l'a toujours dit, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci, honorable. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakimya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakimya, Panakungo, Toyemani. Loye bolonde ne yalisa.